L'histoire du Palais d'Orsay est une histoire pleine de rebondissements, puisque ce bâtiment, voulu par Napoléon Ier pour abriter le ministère des Relations extérieures, va mettre 30 ans à se construire, va vivre pendant 30 ans tranquillement sur le quai de la Seine comme siège du Conseil d'État et de la Cour des comptes, puis incendié par les communards le 23 mai 1871, va rester ensuite 27 ans en ruine sur le quai en plein centre de Paris en attendant qu'on veuille bien décider de son sort. C'est une histoire passionnante car elle traverse tout le 19e siècle et on l'oublie souvent quand on se promène dans une rue ou quand on visite un bâtiment. Un monument n'est pas seulement une question de style. Derrière chaque pierre, il y a aussi l'histoire d'une société, l'histoire des hommes qui l'ont construit, l'histoire des hommes qui l'ont décidé. Et donc, dans cette histoire du Palais d'Orsay, on croise exactement toute l'histoire du 19e siècle. On croise tous les régimes de Napoléon Ier, la Restauration avec Louis XVIII et Charles X qui, eux, vont s'empresser de faire disparaître tout ce qui existe de l'usurpateur qui leur empêchait de régner pendant 25 ans. On va trouver aussi le règne de la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe qui, un peu comme Napoléon, va s'emparer de l'architecture, non seulement pour embellir et moderniser Paris, mais aussi pour essayer d'en faire un instrument politique pour essayer de créer une union et de donner des gages à tous les partis et aussi de donner du travail à beaucoup de corps de métier. Et puis on croise le Second Empire de Napoléon III et la Troisième République qui va avoir à gérer les monuments incendiés par les communards et qui va avoir beaucoup de mal à prendre des décisions. Pour plein de raisons. Il y a une question financière, bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'au lendemain des incendies de la Commune, si, bien sûr, dans un premier temps, on regrette les bâtiments qui ont disparu, très rapidement, des voix vont s'élever pour dire « profitons du désastre ». Évitons de reconstruire des palais à l'identique, évitons de reconstruire ces palais prestigieux pour des ministères, créons une autre ville et profitons-en pour créer, pour bâtir des monuments beaucoup plus utiles, des écoles, mais aussi des gares, des hôtels, des transports. Donc voilà, l'histoire du Palais d'Orsay nous emmène dans tous ces débats-là, des débats politiques, des débats sociaux, et puis aussi il va y avoir des débats stylistiques, puisque le Palais d'Orsay va être le tout premier exemple en fait, de la renaissance de la Renaissance. Du temps de la Révolution et dans les années qui suivent, on aime bien construire selon les temples grecs, selon les lignes pures et austères de l'Antiquité. Et on crée effectivement beaucoup de temples grecs, comme la Bourse, comme la façade de l'Assemblée nationale, ou comme encore la Madeleine. Mais en fait, ce bâtiment va avoir plein d'accents italiens. Il va avoir des petits toits en pente douce, des petites fenêtres rectangulaires, énormément d'arcades. Et donc, ça va être le premier palais Renaissance sur le sol parisien. Alors, on n'aime pas beaucoup au moment où il se construit, c'est-à-dire que Napoléon, quand il demande la construction de ce bâtiment en 1808, on n'en est pas encore à apprécier ce style. En revanche, sous la monarchie de Juillet, certains vont ne pas l'aimer en disant qu'il est beaucoup trop haut, qu'il y a un troisième étage qui l'écrase. On va trouver plein de choses pour le critiquer, mais aussi nombre de personnes le trouveront absolument sublime et penseront même qu'il va au-delà de la beauté des palais romains. Donc voilà, on croise à la fois des débats politiques, à la fois des débats stylistiques, et c'est en ça que l'architecture, qui est finalement un musée à ciel ouvert quand on se promène dans une ville, peut être intéressante, parce qu'elle nous permet de rentrer dans des détails qu'on ne voit pas forcément quand on s'attache uniquement au style des bâtiments. Donc ce bâtiment qui va rester pendant 27 ans en ruine va avoir plusieurs projets. On pense à un moment à une école de filles, on pense aussi à créer un musée pour les produits de l'industrie nationale, qui musée doit inspirer, doit apporter l'inspiration aux industriels qui veulent créer des objets et qui surtout doit permettre à la France de combattre la concurrence anglaise. Bien sûr, la perfide Albion n'est jamais très très loin dans les objectifs français. Mais en fait, tous ces projets ne vont jamais vraiment aboutir. Et tout d'un coup, alors que pendant 27 ans, on n'a rien décidé, le dossier est passé de commission parlementaire en rapport d'architecte, et bien tout d'un coup, en 3 mois,
tout va se décider. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, en fait, la compagnie des chemins de fer d'Orléans, dont la gare est à Austerlitz, se dit que finalement, elle serait bien mieux en plein centre de Paris. Et elle va être soutenue dans ce choix par toutes les provinces qui sont concernées par la ligne Paris-Orléans et qui aimeraient beaucoup pouvoir arriver au cœur de Paris plutôt que d'être à l'extrémité et de devoir voyager encore pendant 1 heure en fiacre pour rejoindre le centre parisien. Et donc, en 3 mois, alors que rien ne s'était décidé auparavant, la compagnie des chemins de fer d'Orléans va vraiment très très bien jouer en envoyant des émissaires dans les provinces. Et donc, quand elle va arriver devant le gouvernement avec son grand projet, elle aura déjà le soutien des parlementaires provinciaux. Et en plus, elle va s'engager à payer non seulement le bâtiment à l'État, mais également à payer la destruction et la construction d'une gare qui sera la gare d'Orsay. Donc, tout ce qui n'avait pas marché jusqu'à présent va évidemment se décider très rapidement. Aussi pourquoi? Parce qu'il y a l'exposition universelle de 1900 qui ne va pas tarder, qui sera à quelques pas. Donc on voit bien l'intérêt. Hier, Napoléon voulait un grand ministère des Affaires, des Relations extérieures où il verrait défiler tous les diplomates sous ses yeux. Lui qui est aux Tuileries et le ministère sur les quais, il aurait vu tous les diplomates défiler sous ses yeux. Eh bien là, tout d'un coup, on va avoir tous les touristes qui vont défiler dans Paris pour aller à l'exposition universelle. Et donc, même s'il va y avoir des retards, parce que ce bâtiment ne va pas se laisser abattre comme ça, et il y aura à nouveau plein de péripéties pendant sa destruction, mais le 14 juillet 1900, la gare est bien inaugurée et on peut enfin profiter d'un équipement utile, ce que demandait la société. C'est aussi pour ça que pendant 27 ans, les choses ont traîné, c'est qu'il y a eu toujours un débat, certes stylistique, puisqu'il y avait ceux qui voulaient conserver ce magnifique palais italien sur la Seine et ceux qui réclamaient quelque chose de plus utile et plus fonctionnel. Et donc, on a enfin quelque chose d'utile qui n'aura pas coûté 1 centime à l'État et qui permet en plus de débarrasser l'État de ce tas de pierres qui, depuis 27 ans, s'effritent sur la Seine. Et c'est comme ça que le palais d'Orsay va disparaître petit à petit du sol parisien et de la mémoire parisienne. Un petit souvenir quand même va rester, c'est que l'hôtel, puisque cette gare va être dotée également d'un hôtel, et l'hôtel va prendre le nom de l'hôtel du palais d'Orsay. Et donc, il va quand même rester un petit peu dans les mémoires, et il va rester jusqu'au moment où, à nouveau, la gare devenant inutile, puisque les quais ne sont plus adaptés aux trains qui arrivent avec la puissance de l'électricité. Et donc, à partir des années 1930, va se reposer la question de que faire de ce bâtiment. Et c'est comme ça qu'on arrive sur une toute autre histoire, qui est l'histoire du musée d'Orsay.